De quoi avons-nous le plus besoin quand tout s'écroule et qu'on est dans une grande fragilité, que ce soit suite à un deuil, suite à un choc, suite à une difficulté financière? Ce dont on a le plus besoin à ce moment-là, c'est de soutien, de présence, d'attention. On a besoin de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, quelqu'un qui ne nous juge pas pour ce que l'on vit. On a besoin d'un miroir qui nous permet de nous regarder avec intégrité, souveraineté, et qui nous permet de comprendre que nous ne sommes pas ce que nous sommes en train de vivre, et qui nous rappelle que nous restons précieux avec cette difficulté. Et je crois vraiment qu'en Occident, s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui manque dans cette société, c'est vraiment bien cette notion de compassion. Quand j'étais à Athènes, je me souviens, il y avait beaucoup de la communauté chrétienne, catholique, était très importante. Ah, il y en avait du monde au catéchisme, enfin, pour envoyer les enfants au catéchisme, et il y en avait du monde à la messe. Mais quand il s'agissait de d'accueillir son prochain et d'incarner les valeurs de la Bible, de générosité, de compassion, bah là, il n'y a plus personne. Et, et c'est valable à la fois dans la sphère privée, dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle. Pourquoi il y a autant de burn-out? Parce que l'entreprise ne prend pas en compte les difficultés de chacun. Parce que l'entreprise est devenue de plus en plus une gestionnaire qui demande aux humains d'être productifs, de, de contribuer à de plus en plus de croissance. On est devenu des robots production. Et il y a d'un côté donc ce mécanisme-là, ce modèle-là de l'importance du travail dans la valorisation de l'être humain. J'ai de la valeur parce que je suis performant, j'ai de la valeur parce que je réussis ma vie, parce que voilà, parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que j'ai une grosse voiture, parce que aussi je contribue à un système basé sur la consommation. Ça, c'est une voie. Et de l'autre côté, il y a un autre principe qui est le vieillissement de la population, le fait que de plus en plus de femmes, et là j'insiste, de plus en plus, il y a de plus en plus de divorces, de plus en plus de personnes âgées. Donc les femmes se retrouvent coincées à devoir s'occuper de leurs parents qui sont en dépendance, des enfants une fois et de gérer toute la problématique du divorce. Et donc il y a toute la dimension féminine et les problèmes qui se développent alors qu'en réalité, et qui fait que il y a un fossé qui se crée entre les deux et que l'on est de moins en moins humaniste. L'entreprise devient de moins en moins humaniste. Je pense qu'on l'a tous vécu. Ceux qui, comme moi, sont dans les générations des années 70, on l'a tous vu, senti. À partir des années 2000,
il y a eu comme un, un, un changement radical. On est passé des entreprises humanistes, Bouygues Télécom, moi j'étais chez Bouygues Télécom, Patrick Leleu était un patron hyper humaniste. On, voilà, on pouvait aller discuter, on se sentait compris, on se sentait reconnu en tant qu'humain. Et du jour au lendemain, Patrick Leleu a été remplacé par Gilles Pélisson, qui était un gestionnaire. Et là, il y a eu des décisions, une succession de décisions stratégiques qui ont conduit en fait les entreprises à de plus en plus à une course à la croissance et où on a complètement oublié l'humain. On n'a pas embarqué, voilà, on a poussé, en fait, on a dit, OK, il faut aller là, il faut aller là-haut, et tout le monde a suivi. Et c'est ça l'erreur aussi. C'est que personne, au niveau des humains, personne n'a réagi et n'a repris le pouvoir personnel de dire non, ça ne me convient pas. Personne n'a écouté son corps et n'a répondu à l'appel du corps de dire non, mais là, c'est trop, j'en fais trop. Et j'en fais partie. Quand j'étais chez Visa, je me souviens, j'avais fait une liste de tous les projets que j'avais, dont j'étais responsable. J'étais responsable de 15 personnes, de plus de 5 marques. Ma boss me demandait de connaître dans tous les détails. Elle était une flippée malade. Elle me demandait d'avoir la vision de tous les détails des 70 projets que j'étais gérés. Et à la fois, ma connerie, c'était d'accepter ça, de ne pas résister. Et à la fois, j'ai résisté. Et à un moment donné, je lui ai renvoyé que ce qu'elle me demandait était complètement délirant. Si, quand tu es manager, tu dois faire confiance à tes équipes. Il y avait vraiment chez elle un surcontrôle. Elle était dans les peurs. Et voilà l'origine, en fait, du burn-out. C'est que l'entreprise sent que les résultats sont plus compliqués, que la société, il y a la crise, il y a des coûts des matières premières, il y a un certain nombre de choses qui évoluent, d'imprévus qui se sont manifestés. Et face à l'imprévu, en fait, qu'est-ce qu'on fait? La majorité, en fait, des managers, ils ont surcontrôlé. Ils ont résisté, ils n'ont pas voulu s'adapter au changement, ils ont continué dans leur modèle et ils sont restés voilà, focalisés sur leur but, mais d'une manière euh, qui n'était plus juste. Ils n'ont pas compris que ça demandait, que quelque part les événements demandaient à grandir avec les imprévus, que les imprévus étaient un- des moteurs de faire évoluer les choses. Et c'est le cas aussi dans une famille. On le voit dans une relation. Pourquoi tant de couples euh, divorcent? C'est parce que bah, souvent, il y en a un qui évolue plus que l'autre et que on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et que aujourd'hui, bah, c'est fini le temps euh, de croire que on se donne plus de choix, hein, il y a plus de souplesse. On n'est plus enfermé dans une obligation de rester dans un couple qui ne nous convient plus. Et à la fois, bah, oui, la femme aussi prend de plus en plus sa responsabilité parce qu'elle a de plus en plus d'autonomie financière. Et donc, mais quand il y a un problème dans le couple, et moi je l'ai vraiment vécu, j'ai senti, et c'est souvent la femme qui ressent que ça ne va pas, que il y a, voilà, et c'est souvent elle qui compense. On compense les problématiques, voilà, on fait avec. Et puis à un moment donné, on sent bien que on n'arrive plus à faire avec. Et c'est tant mieux. C'est à partir de moments où
on accepte en fait la situation et que on voit que la situation peut être est une opportunité pour faire évoluer le couple, faire passer à une autre étape. Et c'est souvent là que ça passe ou ça casse. Est-ce que on est deux à accepter de voir que les situations, qu'il y a quelque chose à faire grandir, voire même à accepter que le couple se quitte. Et c'est à ce moment-là, c'est si le couple d'ailleurs euh, est en intelligence, accepte de ne pas non plus chercher des subterfuges ou des béquilles extérieures. Parce que c'est à ce moment-là, et d'ailleurs moi c'est ce qui s'est passé, mon ex-mari m'a trompé. Il est allé chercher quelqu'un d'autre. Au lieu de regarder, au lieu d'accepter, de dire, OK, oui, on a un problème. OK. S'il est allé y voir ailleurs, c'est qu'il ressentait qu'il y avait un problème. Mais lui, il a préféré fuir l'inconfort plutôt que de prendre la décision de faire les choses étape par étape. Et ça, c'est vraiment une clé. Faire les choses étape par étape. On clôt un sujet et quand on le clôt bien, eh ben, ça peut être, c'est un terrain stable pour le suivant. En ce moment, on est l'inconfort que l'on vit, les crises que l'on est, dans lesquelles on est une opportunité pour chacun d'entre nous de faire un espèce de bilan, un bilan de notre vie, un état des lieux. OK, qu'est-ce que j'ai appris de ma vie? Qu'est-ce que j'ai appris de mes relations? Qu'est-ce que j'ai appris? Et d'en faire un nouveau terreau pour un nouveau cycle. À un niveau plus macro, on est en train de clôturer toute une ère, toute une période basée sur les principes judéo-chrétiens, où la femme devait être dans le sacrifice, où il y a le patriarcat qui gouverne. C'est où le masculin a une dimension tyrannique, où le féminin, la dimension émotionnelle, est complètement éclipsée. C'est la fin de tout ça. Et on rentre dans une ère où justement la dimension émotionnelle va être au cœur pour l'ouvrir de cœur, justement. Les crises, les chaos, les chutes, les pertes, les maladies sont des déclencheurs pour ouvrir nos cœurs, pour nous faire comprendre que on n'a pas qu'une intelligence, on en a plein, dont notamment l'intelligence du corps, pour ressentir. Qu'est-ce que je ressens? Pas qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens? Et de transmuter les peurs qui sont issues de nos lignées. J'accepte OK, oui, j'accepte de rentrer dans ces peurs, de les transmuter. Je fais confiance à mon corps comme un espèce de grand chaudron magique pour transmuter ces peurs en force. Et l'intelligence du cœur comme le grand guérisseur de tout ça. Et quand le guérisseur, le cœur, revient au centre de ta vie, que tes actions, tes paroles sortent à partir de ton cœur, alors il y a quelque chose qui est juste. Les décisions, les paroles sont justes. Tu es dans la vérité. Tu vibres l'amour. Tu deviens en fait la manifestation de l'amour. Tu es la manifestation d'une vérité qui n'est pas toujours agréable à entendre, mais qu'à un moment donné, l'autre doit entendre. Et c'est vraiment super puissant.
Et c'est ça qui va faire que quand les choses se font dans le bon rythme, on peut en tirer le meilleur. Et à l'inverse, quand on ne respecte pas le rythme, les étapes, là, c'est comme si l'univers allait te montrer, te mettre face. Ok, tu veux pas voir les choses en face. Bah, moi, je vais te montrer. Je vais t'obliger à y descendre. Je vais t'obliger à aller voir ces mémoires, les souffrances que tu as héritées. Et de ces souffrances, dans ces souffrances, c'est aussi le même endroit qui y a les plus belles joies. Ça, c'est incroyable. C'est là où tu vas retrouver le flot, le vivant, la joie, l'extase, l'intensité. Plus tu es dans ton corps, plus tu es dans le plaisir. Retrouver le chemin du plaisir, retrouver ta dimension sauvage de manifestation de ton être. Liberté totale. Tu reprends le pouvoir d'agir, de réagir d'une manière alignée. Et ça, c'est puissant. Ça te donne un sentiment de puissance intérieure qui est waouh, incroyable. Et en ce moment, on a vraiment besoin de manifester ça, d'aller activer ça. Je reviens sur ce que j'ai dit au départ de la vidéo. Je ne savais pas avant tout ce que les épreuves de la vie m'ont fait vivre, je ne savais pas à quel point il était bon, ça faisait du bien de soutenir mon prochain, de l'aider à trouver sa voie et d'être un pilier pour les autres. Je ne savais pas que j'avais ça en moi. Et c'est parce que ça m'a tant manqué dans ma vie que j'ai trouvé ce talent que j'ai en moi, cette médecine qui est la mienne. Et c'est ça, la clé aussi, c'est que souvent, c'est ce dont on va, la vie va te faire manquer de quelque chose pour te faire découvrir que, en réalité, tu es cette ressource. Et du coup, tu vas réaliser la richesse et la valeur de cette ressource puisque tu as vécu la souffrance d'en avoir manqué. Ça, c'est un truc de fou. Combien de fois, en fait, j'ai vu des leaders qui n'étaient pas suffisamment alignés, qui parlaient de concepts, mais quand j'étais dans une période, dans des événements ou dans des situations euh, de flou, il n'y avait plus personne pour m'accompagner. J'ai le souvenir, quand j'étais en formation de danse-thérapie, à un moment donné, mon chien et le chien des accompagnants, des formateurs, se sont pris le bec. Et à ce moment-là, le propriétaire du chien, donc un de mes formateurs, m'a reproché de ne pas tenir ma chienne. Mais dans ce contexte-là, moi, j'étais l'élève. Il était là pour me montrer le chemin de comment faire obéir ou comment tenir mon chien. En réalité, il m'a projeté ça sur moi, alors qu'en fait, lui ne savait pas. Et de la même manière, à la fin de l'accompagnement, au bout quand même de 2 ans d'accompagnement, où ma problématique était vraiment sur le yang, la difficulté d'embrasser mon masculin, euh, il m'a reproché d'être trop yang.
Et là, bam, c'est... Et donc, c'est parce que j'ai souffert, en fait, de ce manque de cohérence et de masculins qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas fiables. Voilà. Des masculins, des autorités, des leaders qui ne sont pas fiables. J'ai eu à cœur de devenir une leader, une accompagnante fiable, qui, qui est là pour l'autre et qui est là pour accompagner tout ce qu'il vit et pas simplement dans la formation, même en dehors, et d'être cohérente dans mes faits et gestes. Donc, voilà, ça, c'est l'antifragilité. C'est transformer les manques, transformer les blessures en talent, en talent. Tu les as en toi. Si tu vois ce qui manque chez l'autre, c'est que toi, tu as ça. Donc, il y a vraiment ce truc de te réapproprier tes propres talents. Et ça, c'est ce que j'adore faire. Être un miroir qui reflète le talent de mes accompagnants et qui n'a pas peur de dire, mais waouh, qu'est-ce que tu m'inspires. C'est ce que j'ai dit hier à Laurence. Je lui ai dit, waouh, tu es vraiment inspirante. J'aurais aimé rencontrer une personne comme toi pour m'accompagner dans mon divorce. J'aurais été en confiance parce que tu incarnes cette capacité de rester dans le cœur, même dans des périodes de séparation. Ça, c'est beau. Et à la fois, c'est grâce à mon accompagnement qu'elle en arrive là. Donc, voilà. Et c'est ça aussi le chamanisme, c'est de voir que cette interreliance, mes échecs, fait qu'elle peut en tirer du bénéfice et réussir là où moi j'ai échoué. Voilà le résultat pour moi de l'antifragilité. Et pourquoi les personnes qui ont vécu des grosses difficultés, des épreuves, sont des leaders vraiment, sont des grands enseignants, sont des grands sages pour amener une autre vision. Ça, j'en suis vraiment convaincue.